Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo tutoriel ou du moins une série de vidéos tutoriels où on va parler du protocole OAuth et de l'accès à Google Drive en utilisant ce protocole. Alors ça va être une série qui va être en gros de 3 à 4 vidéos, je vous le dis tout de suite. Donc on va prendre les choses étape par étape. Mais avant de commencer cette série de vidéos tutoriels, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de les liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouveautés. Deuxième point, vous pouvez participer tous à cette chaîne si vous le souhaitez en faisant un don via les cagnottes PayPal et également les cagnottes Litchi à disposition. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Et troisième point, nous avons toujours 10% de réduction avec FranceLink et le code WinDevNurse sur un hébergement WebDev ainsi que sur des bases données Hyperfile SQL. Alors on va dans un premier temps dans cette vidéo un peu expliquer ce qu'est le protocole OAuth pour essayer de bien comprendre ce qu'on va faire la semaine prochaine. Allez, on y va. Voilà les amis, on se retrouve sur le PC. Je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer ce qu'était ce protocole OAuth et principalement le OAuth 2.0. Alors déjà, il faut bien prendre en compte que OAuth, ça ne veut pas dire authentification, mais ça veut dire en fait autorisation et plutôt on va dire un protocole d'autorisation. Alors, ça vient en fait, ça signifie Open Authorization, autorisation ouverte, qui est une norme qui est conçue pour permettre à un site web ou à une application d'accéder aux ressources hébergées par d'autres applications web au nom d'un utilisateur. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, WinDevNurse, j'ai un compte Gmail, par exemple, puisqu'on va faire des exemples avec le Google Drive de Gmail. Moi, j'ai des documents stockés sur ce Google Drive. Alors, j'ai envie de créer une application qui va aller créer des documents, créer des dossiers, créer des répertoires, supprimer des documents ou éventuellement les télécharger sur mon PC. Pour faire tout ça, je vais devoir à un moment ou à un autre m'identifier. Alors, il faut savoir que OAuth 1, on parle aujourd'hui d'OAuth 2, mais OAuth 1 a vécu jusqu'en 2012 et puis en 2012, OAuth 2 est devenu en fait une norme industrielle de facto pour l'utilisation en ligne. C'est utilisé par beaucoup de sites internet, les plus connus, Google, OneDrive, Twitter. Tous ces sites-là en fait utilisent l'OAuth pour pouvoir nous identifier et pour savoir que nous sommes bien les bons utilisateurs. Alors, OAuth 2 fournit un accès consenti et limite les actions que l'application cliente peut réaliser sur les ressources au nom de l'utilisateur sans jamais partager les informations d'identification de l'utilisateur. L'idée c'est quoi? C'est que je vais vouloir accéder par exemple à mon Google Drive, mais bien sûr je vais utiliser mes identifiants Google pour y aller. Sauf que nous on a l'impression que l'identifiant en fait il est envoyé directement au serveur de Google Drive et on a accès aux choses comme ça, mais en fait c'est pas le cas. En fait on s'identifie avec notre profil Google et on interroge ensuite un serveur d'autorisation et d'identification qui lui va dire ok, c'est bien WinDevNurse, donc de fait je vais lui donner le droit d'accéder en tant qu'administrateur bien sûr sur l'ensemble des choses qui correspondent à son profil. Mais en fait de fait on n'accède pas directement au Google Drive. Alors avant OAuth, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y a une histoire un petit peu avec ces protocoles. Si on voulait partager des données, il fallait un mot de passe et un code d'accès. Bon, ça, évidemment, c'était ce qu'on connaissait avant. Rappelez-vous, dans le temps, en fait, il y avait ce qu'on appelait des agrégateurs de mails. Vous pouviez mettre dans le même logiciel, dans la même interface, votre mail Google, vous pouviez mettre votre mail Outlook,
votre mail, je ne sais pas, Caramel, pour ceux qui sont plus anciens avec Internet. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de donner votre identifiant, votre adresse mail et le mot de passe. Oui, bon, le problème, c'est que ces informations, elles étaient gardées en clair par le serveur pour éviter de les redemander en permanence. Vous relanciez le logiciel et puis lui, il allait chercher vos mails dans les différents comptes. Et puis, le problème, c'est que c'était pas trop sécuritaire d'aller stocker ces informations en clair. Et puis bien sûr, avec le développement de Google, etc., avec le même mail et le mot de passe, bien sûr, on accède aujourd'hui à toutes les données sans distinction. C'est-à-dire que moi, si je vous donne mon accès windevnurse@gmail.com et le mot de passe, vous pouvez accéder à ma console Gmail, vous pouvez accéder à mes API que je crée, etc. Vous pourriez accéder à tout. Alors, pour un petit peu empêcher ce système-là, on a créé le protocole OAuth 1.0 en 2010 et puis en 2012, on a créé le OAuth 2.0. Alors, hormis ces problèmes de sécurité, il y a aussi une question d'ordre pratique qui se pose. En effet, si vous avez en tant qu'utilisateur fourni des identifiants à plusieurs applications qui sont tierces et que vous avez décidé de changer ces identifiants, il faut le faire dans toutes les applications, sauf qu'en utilisant le protocole O2, on va réussir entre différents serveurs de prouver que c'est bien vous, que vous êtes bien, on va dire, cette personne et que vous avez le droit, surtout, puisqu'on parle d'autorisation, que vous avez le droit d'accéder à ces données. Alors pour accéder à ces données, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que bien sûr, vous allez vous identifier et puis vous allez en fait, si vous voulez, utiliser une application ou un site web qui va aller se connecter sur un serveur distant avec un identifiant, et c'est avec cet identifiant, le serveur distant va dire vous avez le droit de vous connecter à ça, et vous allez être informé en tant qu'utilisateur que l'application va se connecter sur votre compte à ça. Alors, il y a un peu des mots à connaître dans cette notion de protocole OAuth, et surtout quand on l'utilise avec Google Drive. Alors, vous avez d'abord le propriétaire des ressources. Propriétaire des ressources, par exemple, c'est moi, c'est vous qui donnez les droits d'accès. Alors, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, clair et pas tout à fait clair à la fois. Parce qu'on peut imaginer qu'on va, par exemple, moi j'ai un compte Gmail, je vais configurer les droits d'accès, et puis je vais donner les droits d'accès que, on va dire, à moi-même, parce que j'ai envie de manipuler des fichiers sur mon Google Drive sans avoir à utiliser du glisser-déposer ou des choses comme ça. Ça, c'est en fait, pour faire ça, en fait, je vais créer une sorte d'API, alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un API, il y a un cours sur la chaîne sur les API, mais un API qui va dire, voilà, celui qui m'utilise, moi, API, eh bien, je vais l'informer que je vais faire ça sur son compte. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos, quand on va créer cette API, quand on va ensuite autoriser cette API par le processus OAuth, eh bien, vous allez voir qu'à un moment, vous allez être informé de ce que va faire l'API sur votre compte. Donc, c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Ensuite, vous avez le client. Le client, c'est le système qui a besoin d'accéder aux ressources protégées. Alors, le client, ce n'est pas une personne en soi. Le client, ça va être un logiciel ou un site web. Et bien sûr, pour accéder aux données, eh bien, le client, il devra être en possession d'un jeton. Vous allez voir, il y a un petit dessin, on va en reparler de ces jetons. Ensuite, pour faire ça, il y a un serveur d'autorisation. Ce serveur reçoit les demandes de jetons d'accès de la part du client et délivre après authentification, vous avez bien compris la différence,
Le protocole OAuth, c'est un protocole d'autorisation, mais après authentification, eh bien, il donnera un jeton qui permettra d'aller accéder aux données. Alors, après authentification et consentement du propriétaire des ressources. Ça veut dire que si moi je me connecte en tant que Windev Nurse, c'est moi le propriétaire des ressources. Donc, je veux dire, c'est moi qui donne l'autorisation d'y accéder. Le serveur d'autorisation expose deux points de terminaison. Le point de terminaison d'autorisation qui gère l'authentification et le consentement interactif de l'utilisateur. Ça veut dire qu'en gros, c'est bien moi et je suis bien d'accord pour qu'on accède aux données. Et le point de terminaison du jeton qui fait partie d'une interaction de machine à machine. Ça veut dire qu'en gros, quand j'aurai donné mes accords et que je dirais oui, cet API, je veux bien qu'il accède à mes données perso, à mon Google Drive pour pouvoir y faire des actions que moi je vais lui ordonner par l'intermédiaire du client, c'est-à-dire du logiciel ou du site web, eh bien je pourrai commencer à faire les échanges. Et enfin, vous avez le serveur de ressources, c'est le serveur qui protège les ressources de l'utilisateur et qui reçoit les demandes d'accès du client. Pensez bien dans votre tête, l'accès du client, ça veut bien dire logiciel ou site web. Et il accepte et valide un jeton d'accès du client et qui lui renvoie en fait les données ou qui lui autorise les actions, on va dire, qu'il souhaite faire et qui les accorde. Voilà. Petit dessin. Alors ici, c'est un petit peu pour... Voilà, je vais sortir ici de ça et je vais vous remettre ce petit dessin ici qu'on va mettre en grand. Voilà, voilà, voilà. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Là, je vais prendre le petit, on va dire pinceau, stylo à encre et je vais commencer. Vous avez ici votre logiciel que vous aurez créé avec Windev et vous souhaitez en fait faire en sorte d'accéder en fait à des données. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le logiciel, il va s'adresser, si vous voulez, à l'API qu'on aura créée sur eh bien, le serveur de Google. Et principalement, cette API, il va permettre de faire quoi? Il va permettre d'aller sur le Drive. Voilà. Drive. Pas très bien, je m'excuse. Et là, je vais plutôt prendre ça parce que ça sera plus clair pour vous. Sur le Drive, voilà. Alors, bien sûr, pour faire ça, il va vous demander ensuite, qui êtes-vous, quoi? Qui êtes-vous? OK. Alors, cette API, par exemple, elle permettra d'aller créer, modifier, supprimer des répertoires ou des fichiers sur le Drive. OK, mais d'abord, je suis bien d'accord pour que tu utilises cette API, mais qui es-tu? Alors là, hop, on va utiliser le logiciel qui va ici s'adresser au propriétaire des ressources et qui va demander mais qui êtes-vous? Moi je vais répondre, moi je suis Windev Nurse. Donc ok, il va être bien sûr validé par Google. Alors là je mets un petit G pour Google qui va dire ok, tu rentres ton identifiant, tu rentres ton mot de passe et ok, je l'identifie. D'accord, donc Google dit c'est bien Windev Nurse, c'est bien lui. Ok, bon, je m'adresse donc maintenant dans un deuxième temps au serveur d'authentification et je lui dis voilà, c'est Windev Nurse, il voudrait utiliser cette API qui est disponible sur les serveurs de Google. Et ce qu'il voudrait faire avec cette API, c'est qu'il voudrait créer, supprimer des fichiers, des dossiers, etc. Là, le serveur, il va dire, bon, est-ce que c'est bien Windev Nurse? Oui, c'est bien Windev Nurse. Bon, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je dis que c'est bien
lui, et qu'il veut bien, cette API existe bien, qu'elle est fonctionnelle, elle est en ligne, elle est disponible. Et donc, je vais te donner pour ça un petit jeton. Ce petit jeton, il est maintenant valide et tu vas aller le présenter au serveur de ressources. Et ce serveur de ressources, il va échanger un petit peu avec le serveur d'authentification, ici et ici, des informations pour savoir si ce petit jeton, si ce petit droit est valide. Est-ce qu'il est valide, encore valide? Est-ce qu'il n'est pas dépassé? Vous allez voir, on va en parler, il y a des notions de temps dans la prochaine diapo. Et puis là, il va dire, ok, si le jeton est valide, si Google a bien reconnu que c'était le compte de WinDevNurse et que WinDevNurse veut utiliser cette API, dans ce cas-là, on va l'autoriser à faire ça et on va l'autoriser à faire les opérations. Donc vous voyez, c'est plutôt une logique qui est intéressante en termes de sécurité. Alors, je reviens ici dans le PowerPoint. Et puis maintenant, on va un petit peu parler des tokens. Alors, le serveur d'autorisation, il renvoie des tokens. Alors, la demande d'accès à une ressource protégée via OAuth se traduit par la délivrance d'un token au client. Le token représente juste une chaîne de caractères, il faut bien le savoir, qui est unique et qui permet d'identifier le client et les différentes informations utiles durant le processus d'autorisation. Alors, il y a deux types de tokens qu'on va donner. Il y a le premier token qui est un token d'accès. Le token d'accès, il va vous permettre d'accéder à la ressource protégée. Par contre, il a une durée de validité qui est limitée. Alors pourquoi est-ce qu'il a une durée de validité limitée? Parce qu'en fait, si vous vous faites hacker, un hacker pourrait utiliser ce token pendant les 10, 15, 20 prochains jours, imaginez. Donc tout ça est paramétré par Google et évidemment chaque technique, chaque site qui a son propre protocole OAuth va délivrer un token qui a une durée plus ou moins longue. Rappelez-vous par exemple, dans une des vidéos que j'ai faites, on avait utilisé un API d'envoi de SMS. Et l'API, en fait, il fallait s'identifier, il vous renvoyait un token, et ce token, il était valable 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous ne pouviez plus envoyer de SMS en utilisant ce token. Là, c'est exactement pareil. Il y a une période de validité. Voilà. Cette notion, donc bien sûr, ils ont une durée limitée et une portée limitée, et cette notion de portée permet d'accorder un accès limité au client. Ainsi, alors je le redis encore une fois, client ça ne veut pas dire utilisateur du logiciel. Client c'est vraiment le logiciel, il ne faut pas perdre ça de vue parce que c'est pas toujours très clair dans les explications et ça m'a valu le fait que j'ai dû refaire cette vidéo plusieurs fois pour bien vous l'expliquer. Et ensuite vous avez un token de rafraîchissement. Alors évidemment vous avez compris que quand votre token d'accès est périmé, on devrait en redemander un. Mais alors pour éviter de faire ça, en fait, il y a la possibilité de rafraîchir le token qui a été en fait généré à la première connexion. Alors quel est l'intérêt de faire ça? En fait, en rafraîchissant le token que vous avez utilisé, comme dans mon cas, pour m'identifier comme WinDevNurse et pour permettre à l'API d'accéder à mon drive, pour éviter de me demander ça à chaque fois que je veux l'utiliser, je vais mettre en place un rafraîchissement. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire que peut-être 1 minute ou 5 minutes avant que le token ne s'expire, le token d'accès, je vais demander au serveur d'authentification de me rafraîchir ce token. Voilà. Alors, sa durée de validité est aussi limitée, mais beaucoup plus élevée que celle du token d'accès. Alors, son utilisation permet au client d'obtenir un nouveau token d'accès sans l'intervention du propriétaire de la ressource protégée. Voilà, en gros, c'est ça. En fait, en gros, quand vous allez créer, quand on va créer, vous allez le voir dans la vidéo la semaine prochaine, l'API de Google,
on va dire à cette API, pour l'utiliser, on va demander à la personne d'utiliser le protocole OAuth pour utiliser l'API. Et puis quand il aura été validé, il aura son token. Et puis ensuite, on va utiliser d'abord un token, on va dire, d'accès de base pour faire certaines opérations, pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Et puis on finira dans les vidéos avec là un token qui va se rafraîchir à chaque fois et qui vous évitera de vous demander de vous réidentifier à chaque fois. Alors pour faire tout ça, il faut créer les autorisations, il faudra aussi créer l'API, il faudra allouer les droits aux utilisateurs, intégrer ça dans l'application cliente ou le site web, et puis mettre en place le système de rafraîchissement. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, vous allez voir, on va faire par étapes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, je vais utiliser mon profil WinDevNurse pour créer cette API d'accès aux données. Alors on va faire ça ensemble et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye!